Bonjour, nous voilà à nouveau à Orgelet. Alors je voulais compléter un petit peu la petite vidéo que j'ai faite l'autre jour à propos de cet orgue et puis de son univers un peu particulier en montrant d'autres aspects de l'instrument. Donc là, j'arrive, il fait toujours très froid, je dirais même qu'il fait plus froid que l'autre jour, mais ça va s'arranger. Et voilà donc l'orgue au repos, avec ses soufflets qui ont été réparés par Bernard Aubertin et ses associés. C'est des soufflets qui avaient vraiment besoin d'être réparés parce que l'humidité depuis 30 ans avait un peu endommagé la peau, la basane, comme on l'appelle, qui entoure ces soufflets. Et il y avait donc une déperdition d'air qui a été corrigée et qui a permis de gagner 3 mm de pression pour l'orgue, ce qui est absolument pas négligeable et ce qui s'entend surtout. Alors voilà donc ces magnifiques soufflets cunéiformes qui ont été faits en 1987 par Bernard Aubertin avec ces bras qui permettent de les actionner lorsqu'il n'y a pas d'électricité et comme on le faisait au XVIIe et au XVIIIe siècle où il y avait un souffleur qui était attitré, qui était appointé pour ce travail, qui n'est pas un travail aussi facile qu'on le croit, parce qu'il faut manipuler les soufflets avec beaucoup de douceur, et toujours en accord avec ce que fait l'organiste et avec le nombre de jeux qu'il utilise. Mais je me souviens que Michel Chapuis préférait presque utiliser l'orgue sans le moteur, qui est donc là derrière, mais avec les soufflets, il disait que le son n'était pas le même. Alors voilà l'orgue qui est donc fermé. Je vais ouvrir la porte. Voilà la mécanique qui permet de tirer les jeux et qui est donc de 1725, qui date de Marin Carouge. Voilà. Et il y a à l'intérieur de la porte, j'ai mis un certain nombre d'affiches des concerts qui ont eu lieu ici, Michel Chapuis, moi-même, Jean Boyer, qui était venu ici en 1999. Alors je vais mettre le contact, voilà, ici, et on va voir les soufflets se lever, se remplir d'air, cet air qui va, ce vent qui va entrer dans l'orgue par ce conduit qui est là et qui monte dans l'orgue. Voilà, les soufflets se remplissent. Alors c'est toujours très impressionnant, je suis toujours très ému quand je vois ça, parce que c'est les poumons de l'orgue, c'est sa respiration, c'est sa vie. Voilà, c'est très beau, magnifique soufflet cunéiforme. Alors j'ouvre maintenant la fenêtre, les volets de la fenêtre. Voilà, et on redécouvre le clavier qu'on a vu l'autre jour. Voilà, et voici donc les claviers dont je vous ai parlé l'autre jour. Et puis j'ai oublié la dernière fois de montrer le petit pédalier, très rudimentaire, pédalier à la française, qui date de 1760, qui a été ajouté au XVIIIe siècle par un facteur suisse qui était Samson Scherrer, et qui permet de tirer les notes du clavier de la première octave, ce qu'on appelle un pédalier en tirasse, donc il n'est pas du tout autonome, il n'est pas du tout indépendant. Voilà, donc maintenant les soufflets sont remplis, et donc prêts à faire fonctionner l'instrument. Alors, on va passer sur la galerie qui est à droite et qui permet d'avoir une vue sur l'instrument. Alors ici, eh bien, au XVIIIe siècle, les notables d'Orgelès s'asseyaient pour assister à l'office sans se mélanger, si on peut dire, au peuple qui, lui, était en bas, assis, ou peut-être même pas assis, sur de la paille, debout, à genoux, mais on ne se mélangeait pas. Voilà.
C'est ici que j'entrepose ce dont j'ai besoin, en particulier si je veux rester ici la nuit, j'ai une cafetière électrique, voilà, je peux apporter un matelas et je peux passer la nuit ici. Alors, voilà à nouveau l'orgue. Dont on voit la beauté du buffet ici. Ce buffet qui est en bois de noyer, qui a été nettoyé bien sûr en 1987 parce qu'il avait été recouvert au XIXe siècle d'une couche de peinture assez hideuse, entre autres dégâts. Et on voit très bien de ce côté-là les tuyaux de Jean de Herville, la montre en étain, oui, qui est donc de 1627, intacte. Alors, il faut savoir que cet instrument n'était pas sur cette tribune au fond de l'église à l'origine, il se trouvait sur un jubé. Il se trouvait sur un jubé qui était donc placé en dessous de la poutre de gloire, comme cela se faisait, et qui était très vraisemblablement, alors je passe devant l'ange, que je salue, bien sûr. Et puis, l'orgue était placé sur un jubé qui se trouvait à peu près à cette hauteur et sur le côté droit. Voilà. Donc de là, eh bien, il accompagnait la messe qui se célébrait dans le chœur. Et de là, bien, l'instrument a été témoin de tous les événements violents, tragiques, qui ont émaillé l'histoire de la comté, de la Franche-Comté au XVIIe siècle, depuis la guerre de 30 ans et ses manifestations, je dirais, annexes, ou si peu annexes, en Franche-Comté. Et puis les guerres de conquête de Louis XIV, qui vont durer jusqu'à la fin du XVIIe siècle, qui vont s'achever en 1678. L'église va être le théâtre de combats nombreux, violents, puisque la ville sera prise, reprise, perdue, incendiée, pillée continuellement. Il ne faut pas oublier que l'église était inscrite dans des remparts, et au point qu'en 1674, les Français, puisque nous n'étions pas en France ici, les Français vont se battre dans l'église contre les Comtois. Les Comtois vont se servir de l'orgue comme rempart, comme bouclier, vont monter sur le jubé et les Français vont leur tirer dessus et puis ils vont les déloger et ils vont à nouveau eux-mêmes à leur tour s'installer derrière l'orgue en se disant ils n'oseront jamais tirer sur l'orgue, grave erreur. Le Comtois, qui comme on le sait ne se rend jamais, ne va pas hésiter à tirer sur l'orgue, et Bernard Aubertin va retrouver en 1987, quand il va restaurer l'instrument, il va retrouver de la mitraille de 1674 à l'intérieur de l'orgue et des éraflures sur les tuyaux de la montre, dont on voit encore quelques traces aujourd'hui, qu'il a essayé d'effacer le plus possible, mais qui témoignent de la grande violence des combats. Et puis la comté va devenir française, perdre ses libertés, et l'instrument aura été endommagé par les combats, en particulier les soufflets. L'un des soufflets est inutilisable, ce qui va rendre l'orgue pratiquement inutilisable, comme on dirait, va marcher beaucoup moins bien. Donc il faudra attendre 1725, c'est-à-dire 50 ans, pour que la prospérité revenue, eh bien, on puisse réparer cet orgue. Alors non seulement on va le réparer, mais pour ce faire, on va le déplacer, parce que le jubé n'est plus utilisé à cette époque, pour des raisons liturgiques, et on va faire appel à Marin Carouge, facteur d'orgue originaire d'Ornans dans le Doubs, et qui va venir voir l'état des lieux, et qui va décider de transporter l'orgue sur ce jubé devenu obsolète
il va transporter cet orgue sur cette immense tribune du fond de l'église, à l'ouest, où évidemment il a toute sa place. Et depuis 1725, eh bien, l'orgue est là, et il est bien vraisemblable que le résultat sonore depuis cette tribune est évidemment bien meilleur qu'il ne devait l'être quand l'orgue était dans le chœur, avec toutes les déperditions de son, les tourbillons du transept, c'est évident. Voilà. Donc, ce très beau buffet, travaillé, de style beaucoup plus Henri IV que XVIIe siècle. C'est encore un buffet d'esthétique archaïque un petit peu, avec des décorations florales, végétales, étonnantes quelquefois, des fleurs, des feuilles de cerisier, même des feuilles d'olivier, ce qui peut paraître étonnant dans le Jura quand on connaît le climat du Jura, et en particulier au XVIIe siècle où il était redoutable. Alors ce buffet, de ma foi, on peut imaginer qu'il a été fait bien sûr pour cet orgue, mais toutes les suppositions sont permises, hein, bien sûr, puisque nous n'avons pas de documents précis sur la fabrication de cet orgue, tous ayant disparu au cours des guerres du XVIIe siècle. Voilà. Alors dans le soubassement, on peut voir les armoiries d'orgelets, 3 épis d'orge, qui ont été rajoutés vraisemblablement au XVIIIe siècle. Au sommet de l'orgue, une Vierge, la Vierge de l'Assomption, sur un croissant de lune. C'est la femme dont parle Jean dans l'Apocalypse. Elle est sur un croissant de lune et elle terrasse le dragon. Très original. Très beau travail d'ébénisterie. L'esthétique assez flamande, en fait. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait que la Franche-Comté, bien sûr, comme les Flandres espagnoles, appartenait à la couronne des Habsbourg, dont on a vu l'autre jour l'aigle bicéphale dans le lutrin. Donc je reviens vers l'orgue. Je ferme la porte que j'ai oublié de fermer. Ici, on a un autre point de vue sur l'instrument, éclairé bien sûr un peu différemment, avec la Vierge au sommet. Et puis de chaque côté de la tourelle centrale, très nordique de style, hein, donc quand je parlais d'influence flamande, elle est très claire ici. Jean de Herville, le facteur de 1627, étant un disciple champenois des facteurs flamands, comme beaucoup de facteurs français au XVIIe siècle. De chaque côté de la tourelle, ces objets qui sont en fait des ostensoirs et qui sont là uniquement pour le plaisir de l'œil. Ils étaient garnis de verres de couleur dont Bernard Aubertin a retrouvé quelques morceaux. Et à travers ces verres de couleur, la lumière passait et projetait une sorte de kaléidoscope sur le mur en face. Et c'était uniquement pour le plaisir de l'œil. Voilà. Il y a encore des traces de peinture à l'intérieur de ces ostensoirs. Ce n'est pas une des moindres originalités de cet instrument. Donc, je vais terminer en me rapprochant du chœur. Voilà, cette belle poutre de gloire. Et ces galeries si légères, si aériennes. Il fait une belle journée aujourd'hui encore. Très froid, mais une belle journée. La chair et son ange trompettiste, restauré aussi. Et puis, on voit à gauche, en bas du chœur,
le lutrin bicéphale des Habsbourg. Voilà une dernière vue sur l'orgue avec la lumière de l'ouest derrière lui. Voilà, je vais donc maintenant jouer un petit peu, tant que je supporterai la température de l'église. Même si je suis très habitué, ça devient un peu lourd au bout d'un moment. Et puis je vous remercie et je vous dis à bientôt peut-être, d'une façon ou d'une autre. Et encore une fois, je vous attends. Je vous attends quand vous le souhaitez. La fée de l'Églantier vous salue dans son vol suspendu. Il est toujours très important de la saluer parce que elle est, comme certaines fées, un petit peu susceptible. Et comme c'est une fée, on ne sait pas exactement de quoi elle est capable. Et puis bon, je suis en première ligne quand même. Voilà. À bientôt.